Le travail bien fait est la meilleure carte de visite que l'on puisse présenter. Et notre invité du jour de l'émission Leçons de vie l'incarne à souhait. Il sera de 2012 à 2014 la deuxième personnalité de l'État burkinabé en tant que président de l'Assemblée nationale, et ce, après avoir occupé de nombreuses fonctions où il a toujours fait l'unanimité. Chers téléspectateurs, au cas où vous ne l'aurez pas encore deviné, notre invité du jour se nomme Sungalo Apollinaire Ouattara. Installez-vous donc confortablement pour le recevoir chez vous. Bonjour, M. Ouattara. Bonjour, M. Salé. Merci de nous recevoir chez vous, dans votre demeure fleurie ici à Bobo-Dioulasso, à l'occasion de cette émission Leçons de vie. Avez-vous une relation particulière avec les plantes, tant il y a de verdure dans la cour? Bienvenue à Bobo-Dioulasso et chez moi ici. Une relation particulière avec les plantes, évidemment, puisque mon enfance a baigné dans l'environnement de la forêt de Denderesso-Nasso et également dans la verdure du bassin de la vallée du Cou. D'accord. Cela nous permet de dire quelles sont vos couleurs préférées du coup. Est-ce le vert ou il y a d'autres couleurs que vous préférez? Le vert, partout où je me trouve, j'essaie de reconstituer justement cette verdure. D'accord. Vous avez une préférence pour les mets, pour les plats? Vous avez des plats préférés? Oh, pas de préférence. D'accord. Je n'ai vraiment pas de préférence. Il vous arrive de faire la cuisine de temps à autre? Oui. D'accord. Quel est le plat que vous savez cuisiner le plus? Oh, je ne saurais le dire, ce qui est le plus simple possible. Je peux faire un café, je peux faire des œufs, voilà. C'est la partie la plus facile du menu. Voilà, c'est la partie la plus facile du menu. D'accord. Oui. Alors, pourquoi avoir choisi Bobo-Dioulasso pour la réalisation de cette émission quand on sait qu'on pouvait la réaliser à Ouagadougou? Bobo représente quoi pour vous? Parce que je réside tout simplement à Bobo. Je n'ai pas de choix particulier sur le territoire national. J'ai servi partout, un peu partout sur le territoire national, dans la plupart des provinces de ce pays, quand nous étions sur les 30 provinces. Donc je n'ai pas de choix particulier, mais je réside présentement à Bobo. Il était plus facile pour moi de vous recevoir à Bobo-Dioulasso. Et je vous remercie d'avoir bien voulu faire le déplacement de Bobo-Dioulasso. C'est nous. Les téléspectateurs vous connaissent beaucoup plus en tant qu'homme politique ayant occupé de hautes fonctions, aussi bien au Burkina qu'à l'étranger. Tout au long de cette émission, nous reviendrons brièvement sur ce parcours. Cependant, le menu principal sera porté sur votre côté jardin, vos amis, votre famille, votre enfance, en un mot, l'homme que vous êtes. Ceci étant, avant de développer à proprement dit le contenu de cette émission, nous allons suivre votre bio express qui tentera de résumer qui vous êtes. Suivons. Leçon de vie reçoit aujourd'hui un homme consensuel, un homme dont l'abnégation au travail et la droiture font l'unanimité dans toutes les couches sociales du Burkina. Sungalo Apollinaire Ouattara a été le président de l'Assemblée nationale de 2012 à 2014, jusque donc à la chute du régime Compaoré. L'on dit de lui qu'il a une gestion très rigoureuse de la chose publique, mais aussi un sens inné pour l'innovation. C'est sous son impulsion que naîtront les médias spécifiques pour relayer l'information parlementaire. Ces réformes au ministère en charge de la fonction publique ont marqué un tournant révolutionnaire dans l'organisation des concours professionnels. Informatisation, dématérialisation, recensement biométrique sont les maîtres mots des réformes qu'il mènera avec brio. Avant le Parlement, il aura donc été ministre en charge de la fonction publique qui a pris différentes dénominations de 2008 à 2011. Sungalo Apollinaire Ouattara a également été ministre délégué chargé des collectivités locales de 2006 à 2007. Mais son ascension dans les hautes fonctions étatiques a débuté depuis 1988 en tant que secrétaire général du ministère de l'administration territoriale et de la sécurité.
En 1994, il sera secrétaire permanent de la Commission nationale de la décentralisation et à partir de 1995, secrétaire général à la présidence du Faso et ce jusqu'en 2006. Notons également que notre invité a été préfet-maire de Réau, secrétaire général de la province de la Nyanya, préfet de Bogandé et secrétaire général de la province du Passoré, tout ceci entre 1983 et 1988. Au niveau international, soulignons que Sungalo Apollinaire Ouattara a été président de l'Assemblée parlementaire de la francophonie et aussi président du Conseil des ministres de l'Organisation des fonctions publiques africaines OFPA. Notons enfin, entre autres, qu'il a été président du Conseil des ministres de la CIPRES. Sungalo Apollinaire Ouattara, venu au monde un certain 31 décembre de l'année 1956 dans le village de Koumi, situé à 15 km de Bobo Dioulasso, est marié et est père de 2 enfants. Notre invité du jour a été décoré par la France en 2014 et élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur française. Il a aussi été décoré de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers du département de l'Aude, Carcassonne en France. Et il est grand croix de la Pléiade, ordre de la francophonie et du dialogue des cultures. Au Burkina, il a été fait commandeur de l'ordre national, médaillé d'honneur des collectivités territoriales et médaillé d'honneur de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers. C'est donc un homme au travail maintes fois salué, un homme qui rassemble, un homme dont on dit qu'il a le cœur sur la main, que votre télévision BF1 reçoit aujourd'hui pour des leçons de vie. Eh bien, nous venons de suivre cette bio express. Que pensez-vous qu'on aurait pu ajouter pour la rendre un peu plus complète? Je pense que je n'ai rien d'autre à ajouter. Chapeau, vous êtes tout professionnel. Et mes félicitations, je suis étonné de toute cette recherche et de toutes ces images que vous avez pu ressentir. J'en suis très flatté. Merci. Dans le cadre justement de la préparation de cette émission, nous avons rencontré différentes personnes qui vous connaissent plus ou moins bien et qui ont émis des avis sur vous. Suivant. Oui, je l'ai connu quand il a été nommé ministre de la fonction publique. Mais j'avoue que j'avais des appréhensions parce que sa renommée l'avait devancé. On disait de lui qu'il était très sévère, très intransigeant et puis qu'il se mettait vite en colère. J'ai connu Sungalo Ouattara, disons ça remonte à octobre 68. Nous étions donc au lycée Vézin ensemble. Et en plus, on était à l'interne. Donc, on était tout le temps ensemble. Voilà donc l'origine, en tout cas, de notre rencontre. J'ai connu M. Apollinaire Ouattara en 2008, lorsque j'étais président de l'Association nationale des retraités. Alors, il a été nommé de la fonction publique. Depuis lors, nous avons très bien collaboré. Je peux dire même que c'est l'un des ministres avec lequel nous avons bien travaillé. Parce que les retraités avaient tellement de préoccupations au niveau de l'unité de la fonction publique. Vous n'ignorez pas que, je pense que c'était en 1984, je crois, on a mis les retraités à la retraite d'office, 52-53 ans. Ça posait un problème. Depuis lors, nous avons cessé d'interpeller le gouvernement. Tous les ministres qui se sont succédés, ils ont eu des correspondances pour qu'on corrige. Personne ne l'a fait. Mais lorsque M. Sungalo est arrivé, nous l'avons contacté. Et ce monsieur-là, vraiment, on ne sait pas comment nous allons le qualifier. C'était dans un cadre vraiment familial que nous nous sommes rencontrés. Moi, j'étais en vacances chez ma grande sœur. Et il y a 40 ans de cela. Et il est venu un jour pour rendre visite à la famille. Et il m'a trouvé là-bas. Il y a eu des présentations. On a beaucoup sympathisé et s'échangé nos adresses. Ça n'est suivi des correspondances. Depuis là, bon, on ne s'est plus quitté. Vos commentaires à la suite de ces premiers témoignages? Tout d'abord, je suis agréablement surpris de ces témoignages-là.
Et je ne peux que remercier tous ceux qui ont accepté de témoigner sur ces passages de ma vie, surtout professionnels. Ils ont été très bienveillants envers moi. Je les en remercie. Comme nous l'avons dit tantôt, la première partie de cet entretien va porter sur votre parcours professionnel. Vous avez été préfet, secrétaire général, ministre, président de l'Assemblée nationale. Nous sommes tentés de dire que vous avez eu une carrière professionnelle bien remplie et comblée. Est-ce votre avis? Carrière professionnelle bien remplie, c'est long. Mais je voudrais tout simplement dire que cela m'a donné l'occasion de servir mon pays à différents postes de responsabilité. Et l'essentiel pour moi, c'était la satisfaction des besoins de la population, c'est-à-dire l'accomplissement du service public. Et je pense que les actes que j'ai posés, ils reviennent donc à la population d'en témoigner et de les apprécier. Mais est-ce que ces différentes fonctions et postes correspondent à vos rêves d'enfance? Enfant, que voulez-vous devenir une fois grand? Et je voudrais vous dire qu'au départ, j'avais rêvé d'être journaliste. Journaliste, c'était un rêve d'enfance. Mais les choses se sont passées autrement et je me suis retrouvé administrateur civil. Et qu'est-ce qui a fondé votre motivation à vouloir être journaliste? Je voyais ces besoins de communiquer, de donner l'information, d'être en relation avec le monde. Et cela m'attirait beaucoup. Voilà, et quand j'écoutais, à l'époque, il n'y avait pas autant de télévision ni de radio, mais on avait l'information à partir des radios Bobo et c'était très passionnant. D'accord. Finalement, quel a été votre tout premier emploi? Mon premier emploi, c'est celui de préfet-maire, précisément préfet-maire de Réau. Je suis rentré d'une formation de l'école internationale d'administration de Paris et de l'école internationale de Bordeaux. Et c'était les tout premiers mois de la Révolution. Et j'ai été directement nommé préfet-maire de Réau. Je n'ai pas fait d'autres fonctions, je n'ai pas eu à exercer d'autres fonctions avant celle de préfet. Et lequel de ces différents postes vous aura le plus marqué? De préfet à président de l'Assemblée nationale. Président de l'Assemblée nationale, tous les postes m'ont marqué parce qu'il s'agit à chaque niveau de se mettre au service de la nation. Et il n'y a rien de plus noble, de plus grand que de servir son pays à tous les postes. Préfet maire de Réau, c'était mon premier poste, c'était également passionnant. Il fallait innover, il fallait casser certains mythes. Par exemple, les actes d'état civil. Vous savez qu'à l'époque, c'était très difficile pour un paysan d'avoir un acte de naissance ou un certificat d'identité. Ce n'était pas possible. Et à cette époque-là, nous avons pris la responsabilité, avec le comité de défense de la Révolution, d'aller de village en village et de faire des actes de naissance sur place. Non seulement l'acte de naissance, mais aussi la carte d'identité nationale. Nous l'avons fait et nous avons contribué un tant soit peu à démystifier et à accélérer les procédures au niveau du département dont j'avais la responsabilité. Tous ceux que nous avons rencontrés dans le cadre de cette émission disent de vous que vous êtes un professionnel aguerri. Mais un mot qui revient le plus régulièrement, c'est que c'est un innovateur. Alors, partout où vous êtes passé, semble-t-il que vous avez essayé de sortir des sentiers battus et d'apporter quelque chose de nouveau. C'est quoi le secret pour qu'on arrive dans une administration et qu'on parvienne à bouger les choses pour les mettre sur de nouveaux piédestals? Le secret, c'est la quête de l'excellence. Il faut toujours être dans la quête de l'excellence. Quand vous embrassez un métier, il faut aimer le métier, il faut aimer le travail. Et aujourd'hui, nous sommes dans un pays où tout a à construire. Et vous savez, depuis les indépendances, il revenait à l'administration de tout faire, de tout construire. Et j'ai évolué pratiquement dans l'administration. Donc, à chaque niveau, je sentais ce devoir de sortir des sentiers battus et de trouver les voies et moyens, les solutions les plus appropriées, idoines, pour satisfaire les besoins donc, des populations, pour améliorer les services publics. C'est ce à quoi je me suis exercé durant toute ma vie professionnelle.
quel que soit le poste que j'ai occupé. Nous savons également que vous avez plusieurs réalisations à votre actif. Mais y a-t-il un exploit professionnel dont vous êtes particulièrement fier? Là, je suis beaucoup embarrassé. Je pense que l'essentiel n'est pas d'être fier de ce qu'on a posé comme acte. Et la qualité du service public doit se mesurer auprès des populations, de ceux qui sont censés bénéficier de ces services publics-là. Donc, il m'est très difficile de me dire ici quel est l'acte que j'ai posé et qui me vaut une vanité. Je préfère laisser les bénéficiaires des actes faire l'appréciation. D'accord. Nous repartons à la régie pour écouter quelques témoignages de certaines personnes qui ont collaboré avec vous. Suivant. C'est un très grand bosseur. Il travaillait beaucoup. Et avec lui, il n'y avait pas d'heure de descente. Tant qu'il est là, il faut travailler. Et il aimait le travail bien fait et vite fait. Il pouvait faire reprendre un dossier parce qu'une virgule était mal placée. En tout cas, c'est un homme de dialogue. Il a tout fait. Il a tout réglé. Vous voyez, à un moment donné, vous savez que le privé, on retenait 1,33, quel que soit votre salaire. Même vous touchez 1 million, on prend 200 000. Vous partez à la retraite. Vous ne pouvez rien avoir. Vous avez 200 à 300 000. Mais depuis, il a tout relevé. Il a des qualités, c'est Michel. Nous, en tout cas, au niveau des retraités, nous l'estimons très bien. Il est à l'écoute des retraités, il est à l'écoute de tout le monde. Il a un esprit de dialogue. Voilà. Pour moi, ce monsieur-là, vraiment, pour vous dire quelque chose, lorsque j'ai appris qu'il partait à l'Assemblée, j'étais dans son bureau. Je dis, mais monsieur le ministre, vous partez à l'Assemblée, vous êtes président. C'est dommage pour nous. Comme c'est une promotion, bon, on ne peut rien vous dire, mais vous étiez mieux à la fonction publique qu'à l'Assemblée nationale. Et depuis lors, on a des relations formidables jusqu'à l'heure où je vous parle. Un jour, il y a un monsieur qui est venu au secrétariat et visiblement, il venait de province, d'une province. Il a demandé à rencontrer le ministre Sungalo Ouattara. Bon, j'avais un peu peur parce que avec un de mes ministres, nous avions déjà eu des menaces de mort. Et comme il tenait un sachet à main, je ne savais pas de quoi il s'agissait. Peut-être que lui aussi, il a senti ma peur. Donc, il a étalé, il a ouvert son sachet en me disant que c'est des œufs. Il venait offrir au ministre. Bon, donc, je suis entrée annoncer au ministre la présence d'un monsieur qui souhaiterait le rencontrer. Bon, il n'a jamais refusé de rencontrer quelqu'un. Ça aussi, c'est l'une de ses qualités. Donc, il m'a dit de le faire entrer. Mais comme, visiblement, il ne parlait pas bien le français, le ministre m'a demandé de traduire ce qu'il disait. Donc, j'ai posé la question au monsieur. Il m'a dit non. Lui, il vient dire merci au ministre parce que son enfant a réussi à un concours. Et son fils lui a dit que c'est parce qu'il y a eu des changements positifs au niveau de l'organisation qu'il a enfin réussi ce concours-là. Le ministre a corrigé, il a dit non, il faut dire plutôt à votre fils que c'est parce qu'il a bien travaillé cette année. C'est quelqu'un qui n'aimait pas les compliments. Il disait que non, lui, il est là pour faire son travail et juste son travail. Alors, que dire de ces différents témoignages de vos collaborateurs? Je pense que c'est leur vécu, mais je vais d'abord leur dire merci. Merci pour les moments de collaboration que j'ai eu avec eux. Et également, ça n'a pas été facile, comme ils le disent, qu'ils me pardonnent pour le côté, prêtez-moi l'expression, le côté non révélé ici. Je voudrais vraiment les remercier. Madame Ido, ma secrétaire qui vient de témoigner, je pense qu'elle a servi durant plus de 30 ans comme secrétaire particulière
au cabinet des ministres de la fonction publique. Et je lui dis merci, je dis merci à tous ceux qui ont vraiment bien voulu témoigner, le président de l'association des retraités et mon ami Bouro Moussa également. Merci bien, je leur dis merci, merci à vous. Entendre tous ces témoignages le sera à l'évidence que, effectivement, Monsieur le ministre est pétri de compétences. Quels conseils donneriez-vous à la jeune génération pour justement essayer d'arpenter les chemins du secteur professionnel avec autant de qualité, autant de compétences? Quels conseils leur donneriez-vous? Pour embrasser un métier, il faut l'aimer. À défaut, quand on est obligé d'exercer une profession, il faut apprendre à aimer cette profession. Je pense que c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut être compétent. On ne peut pas être excellent tant qu'on n'a pas une compétence au départ. La compétence est de rigueur, mais avant tout, je pense que l'humilité et la bonne collaboration avec toute l'équipe, cela est fondamental. Voyez-vous, l'humilité amène à respecter tous les collaborateurs. Et le travail, il faut se dire toujours que c'est un travail d'équipe. Quand vous avez une mission, c'est une mission à accomplir avec toute l'équipe. Et l'humilité également vous donne la conscience tranquille. Vous voyez, j'étais à un mariage récemment, et juste avant le début de la célébration, une dame s'est levée et elle est venue me saluer. Elle m'a dit, Monsieur le ministre, j'étais votre collaboratrice quand vous étiez à la fonction publique, mais je ne m'en souvenais plus. Et elle est repartie à sa place. Et je me suis dit, mais cette dame, qu'est-ce que j'ai pu bien lui faire de bon ou de mauvais? Donc j'avais cette conscience-là. Elle m'a respecté, mais je me demande à quel prix. Est-ce que dans les rapports de travail, je n'ai pas eu à être... je n'ai pas été trop rigoureux. Voilà autant de choses. Et j'ai également en mémoire un patron. Quand vous rentrez dans son bureau, il se lève, quel que soit votre grade ou votre titre, il vous salue avant de commencer le travail avec vous. Et je crois que tout cela vous met à l'aise pour travailler. Donc, le premier conseil que je donne, c'est celui de l'humilité dans le rapport de travail. D'accord. Après cette vidéo que nous avons suivie, nous avons une seconde vidéo où nous avons recueilli une anecdote de votre ancienne secrétaire. Et ce jour-là, il m'a donné une quantité énorme de travail, de dossiers à saisir. Et quand, toujours en me précisant que c'était urgent, à la fin, j'étais vraiment excédée. Et j'ai tout ramassé. Je suis allée étaler tout sur son bureau en lui demandant de toutes ces urgences-là, quelle était la plus urgente? Il a éclaté de rire, il m'a dit de faire pour le mieux. Donc, c'est dire à tel point il était exigeant sur le plan du travail. Donc, quelle réaction par rapport à ce témoignage? Et ce témoignage est vraiment réel. Et parce que souvent, nous travaillons sur des rapports de confiance. Quand vous arrivez dans un service et vous voyez qu'une personne est très disponible, on a tendance à surcharger cette personne et à ne plus redistribuer le travail. Je crois qu'à un moment donné, elle a été victime donc, de sa compétence. Et ça a été un déclic pour moi également, pour mieux répartir le travail. Et elle le sait bien, Madame Ido. À présent, nous abordons la seconde partie de cette émission qui porte sur la vie de famille et la vie en société. Mais avant, suivons cette vidéo. Monsieur Ouattara, je dirais que c'est quelqu'un de courageux, de très sensible, quelqu'un qui est audacieux, surtout généreux. Un mari adorable qui est là pour sa famille. C'est un mari protecteur vraiment. Mon père est une personne qui a un grand cœur, c'est une personne humble et
facile d'approche. C'est une personne qui aime s'entourer du monde. C'est également une personne persévérante. C'est une personne qui a beaucoup de détermination. Il n'a pas toujours eu la vie facile, mais il a toujours eu une vision très claire de ce qu'il voulait, tant sur le plan professionnel que familial. Et c'est ce qu'il m'a enseigné, d'avoir des objectifs et des rêves et de lutter sans relâche dans l'atteinte de ces objectifs-là. Bon, Senghor Ouattara, on le connaît depuis 2006. Pratiquement, bon, c'est un jour en passant ici, comme il aime les fleurs, donc il essaie de sonner et puis payer les fleurs. Donc ces jours, on sait qu'on nous a demandé, nous, est-ce qu'on est organisé? On dit qu'on est organisé. Est-ce qu'on a respecté? J'ai dit oui, on a respecté. Je dis bon, si on a le temps de passer, lui voir. Donc, on est allé les voir. Il a dit que nous, en tout cas, il va nous appuyer. Mais d'abord, nous discuter, c'est quoi? On a expliqué, on avait un problème de puits, parce qu'on n'avait pas l'eau. Donc, le puits était bouché. Comme je disais, c'était depuis tant que l'eau. Donc, c'était l'ensablement là, c'était bouché. Donc, il dit qu'il va nous soutenir pour débousser. À cette période-là, en tout cas, c'était un peu menacé. On voulait même quitter, parce qu'on n'avait pas suffisamment d'eau. Les margots, oui, vous voyez, une certaine période, il n'y a pas l'eau. Donc, c'est lui qui nous a aidés pour vraiment avoir l'eau suffisamment aujourd'hui. Nous sommes là grâce à lui. Et étant jeune étudiant, gréviste, ayant perdu sa bourse, il n'avait plus rien comme revenu. Donc, il lui a fallu aller chercher de l'emploi. Il a été chez les Américains au corps de la paix, ne parlant pas bien le djoula. Il a enseigné le djoula. Et quand il a repris les cours, parallèlement à ses cours à l'université, il est allé dans les établissements privés pour dispenser des cours et se faire de l'argent pour survivre. Ça, bon, je crois que c'est du courage et de la ténacité. Comme anecdote, ce qui me vient à l'esprit, c'est un événement qui s'est passé dans les années 1986. À cette époque-là, mon père voyageait beaucoup à travers le Burkina, notamment dans le cadre de ses obligations professionnelles. Et quand il revenait à la maison en congé, il me promettait toujours de me ramener avec lui la prochaine fois qu'il revenait. Et une fois, à son retour, je pleurais tellement qu'il m'a amené avec lui. Il savait que ça allait être un défi pour lui une fois là-bas, vu qu'il n'avait pas d'aide domestique. Mais sur place, il me faisait lui-même la cuisine, il s'occupait de moi. Et quand il allait au travail, il me confiait à la voisine. Mais ce que je retiens, c'est qu'à son retour, il s'assurait de toujours faire des activités avec moi, notamment aller à la pêche. Que vous inspirent ces différents témoignages? D'abord, au niveau de la famille, je voudrais dire que nous avons traversé ensemble beaucoup d'adversités et c'est ça qui fait une famille. Nous avons été soudés et ma famille m'a beaucoup soutenu. Et mon épouse, mes deux enfants, Inès qui vient de témoigner, Armand, son petit frère, ont toujours été à côté de moi. Ils n'ont jamais été envieux. Ce qui m'a beaucoup facilité mon travail. J'étais beaucoup pris par le travail, par mon engagement au service de l'État, mais l'attitude, la discipline, le respect dans la famille me donnait moins de soucis et cela me permettait vraiment d'être disponible. Je voudrais donc rendre grâce à Dieu pour m'avoir donné cette famille. C'était pour moi un don de Dieu et je lui rends grâce. Les autres témoignages au niveau de la population, au niveau de la ville ici à Bobo-Dioulasso, je pense que c'était pour moi un devoir d'aller au plus près des populations et d'aider tous ceux qui étaient en quête
de faire quelque chose avec les 10 doigts. Et ces témoignages-là, donc des jeunes qui se retrouvent dans les bas-fonds pour faire du jardinage. Et d'ailleurs, je le fais aujourd'hui à Ouagadougou avec les jardiniers qui sont autour de moi pour les aider. Ça leur permet de s'y vivre. Voilà. Et pour vous, c'est quoi la famille idéale? Que représente la famille pour vous? La famille, c'est un tout. La famille, je dirais, c'est ce qui vous reste. Quand vous avez tout perdu, et à chaque moment, dans chaque circonstance, il faut se dire que le dernier recours, c'est la famille. Donc la famille est d'une importance capitale. Et on sait souvent que la vie professionnelle et la vie familiale s'entrechoquent. Il faut trouver un juste équilibre. Comment est-ce que vous vous y êtes pris pour trouver cet équilibre-là, si toutefois vous l'avez trouvé? J'ai trouvé l'équilibre, mais sur la base justement de la disponibilité de ma famille, du dialogue qu'il y avait entre mon épouse et moi, les échanges qu'il y avait entre mes enfants et moi, et leur vision également de mes fonctions. Et cela a été un grand secours pour moi. Une famille soudée, une famille qui comprend également, et c'est la confiance. Tout se fait sur la base de la confiance. Et comme je vous le disais, mes enfants n'ont pas été envieux pour dire papa, je veux faire ci, papa, j'ai vu ça. Et ce sont des enfants qui ont été vraiment éduqués et leur maman était très disponible quand moi je n'étais pas disponible. Parlons justement d'éducation. L'une des hantises des parents, c'est de rater l'éducation des enfants. Comment vous vous y êtes pris pour inculquer ce que vous estimez comme valeur à vos enfants? Les points essentiels, les valeurs cardinales. Et quelles sont ces valeurs d'ailleurs? Les valeurs pour les enfants, à mes enfants j'ai dit Dieu, la nation et la famille. Dieu parce qu'il faut toujours élever les enfants dans la crainte de Dieu. C'est ce qui leur permet de connaître les biens et le mal. Et c'est ça qui construit leur surmoi au niveau de la société. La nation, c'est une communauté. On est citoyen et il faut toujours mériter sa place dans la société en tant que citoyen et donc membre d'une communauté, d'une nation. Et de savoir que quand vous allez être appelé à travailler, vous devez toujours et avant tout vous mettre au service de la nation, que ce soit dans le public ou dans le privé. Et en troisième position, je leur ai inculqué l'importance de la famille. Et la famille, c'est un tout. La famille est un établissement divin. Et c'est ce que je leur ai enseigné, surtout. Dieu, la nation et la famille. Et quelle note donneriez-vous à vos enfants sur la base de cette éducation que vous avez donnée et de l'application qu'ils en font aujourd'hui? Est-ce que vous pensez avoir réussi? De mon point de vue, c'est un point de vue, il est très subjectif. Je dirais à mes enfants, merci. Merci pour avoir écouté mes conseils. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que mes enfants se sont faits eux-mêmes. Ils ont fait leur parcours eux-mêmes. Ce sont des enfants qui ont pris leurs initiatives, qui se sont battus également dans l'adversité parce que ce n'était pas l'abondance. Je voudrais leur dire merci et que je suis fier d'eux. Mais votre enfant, vous l'appréciez souvent à 100%, mais vous ne savez pas comment les autres, au niveau de la société, les apprécient. Mais je suis fier de ces enfants-là. Et c'est un don de Dieu. Quelle qualité appréciez-vous le plus chez votre femme? C'est toutes les qualités. Si on ne serait pas ensemble, nous vivons ensemble. Mais je ne vais pas donner le nombre d'années, mais nous sommes ensemble. Elle a bien dit, et depuis que nous sommes connus dans les années 80, ils ne nous sont jamais quittés, depuis le premier jour. Donc, c'est une femme très attentive, très famille, et elle est très confiante également. Mais quand vous la voyez, qu'est-ce qui fait le déclic? Vous avez certainement dû avoir pas mal de filles dans votre entourage. Qu'est-ce qui vous dit, bon, c'est la bonne cette fois? Oh, je ne dirais pas ça. Pour ne pas me faire tirer les oreilles après l'émission. Je dis dans l'entourage. Pas que vous êtes sorti avec beaucoup, mais dans votre entourage. Oui, mais dans l'entourage, nous avons eu vraiment une sympathie, une
sympathie, dans la conversation, la maturité, cette valeur d'humilité toujours qui vous attire vers l'autre. Et c'est là la qualité essentielle donc, que je retiens chez ma femme. La générosité, le don de soi, la capacité de pouvoir accepter autrui et se sacrifier pour autrui. Je l'ai senti. Elle vous a dit tout à l'heure que je me suis trouvé dans certaines difficultés. J'étais à l'université, j'étais sans bourse. Nous nous sommes connus dans la situation où j'étais dans des difficultés. Nous avons cheminé ensemble. C'est d'abord cette première qualité. Elle vous a épaulé. Voilà. Et c'est ça. D'accord. Et l'amitié pour vous, c'est quoi? On dit souvent qu'un ami, c'est un frère, ou plus qu'un frère. L'amitié, c'est la fidélité, c'est la sincérité, c'est la loyauté. Mais je voudrais dire qu'un ami, c'est celui-là qui est capable de vous dire la vérité, de vous dire réellement la vérité sans calcul. C'est celui-là également qui est capable de vous supplier dans une situation difficile, de prendre ses responsabilités et de résoudre un problème à votre profit, de la discrétion et pas de façon ostentatoire, sans attendre en retour quelque chose. C'est ça un ami. Et des amis, vous en avez beaucoup? J'ai un certain nombre d'amis, toujours. Des amis d'enfance, des amis que j'ai rencontrés au gré de mon évolution professionnelle. Et j'en ai des amis toujours. Un geste d'un ami qui vous a marqué? Récemment, il y a eu plusieurs rumeurs et j'ai un ami qui a pris son téléphone pour me parler pendant 30 minutes pour me donner des conseils. Et je pense que c'est ça aussi un ami. Avez-vous eu des écarts de conduite vis-à-vis de certains de vos amis et que vous regretteriez aujourd'hui? Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Oui, quand vous êtes humble, vous avez toujours des remords. Dès que vous rencontrez une personne, un ami, et qu'il s'attendait à une réaction de votre part, et vous vous posez toujours la question, est-ce que j'ai été à la hauteur? Mais moi, je suis souvent dans cette posture, dans cet état d'esprit. Est-ce que j'ai été à la hauteur de l'amitié qui m'a été offerte par un ami? Quel conseil pourriez-vous donner aux jeunes pour réussir non seulement leur vie en famille, mais également leur vie en société? La vie en société, pour moi, repose sur la citoyenneté. La citoyenneté exige trois choses. D'abord, le civisme. Le civisme, c'est le respect des lois et des règlements. C'est un comportement individuel qui vous met en harmonie avec l'environnement juridique. Et vous avez la troisième vertu de la citoyenneté qui renforce toujours le mieux vivre ensemble, c'est la civilité. La civilité vous amène à avoir des égards envers autrui. Et on le dit souvent, la liberté s'arrête ou commence celle des autres. Donc, dans l'approche de la civilité, il faut non seulement respecter autrui, il faut également respecter les biens publics. Donc, en plus de ces deux vertus, pour une société harmonieuse, c'est-à-dire le civisme, la civilité, il faut également la solidarité. Quel que soit votre bassin de vie, vous devez avoir des projets communs avec votre environnement, avec vos voisins. Et la solidarité nous amène à être beaucoup plus charismatique. Cela est indispensable. Je crois que la vie en société, le vouloir vivre commun, l'harmonie sociale repose sur ces trois principes-là, c'est-à-dire le respect des lois et des règlements à travers le civisme, la civilité à partir de la considération du respect qu'on donne à autrui et du bien public, et cette solidarité qui constitue une propension à aller vers autrui, à être solidaire.
Ok, bien. Nous passons à la troisième partie de notre entretien qui porte sur votre enfance et sur l'éducation que vous avez reçue. Mais avant, repartons la régie pour suivre quelques vidéos. Bon, en termes de qualité, en tout cas, il est fidèle à ses amitiés. Bon, c'est quelqu'un aussi qui est très jovial. En tout cas, de prime abord, quand vous l'abordez, il n'a pas le visage vraiment fermé. Voilà, donc il vous accueille vraiment à cœur ouvert. C'est quelqu'un aussi qui aime le travail bien fait. Et si je peux me permettre aussi, en fait, c'est quelqu'un qui, lorsqu'il entreprend une action, il pense déjà à la suivante. Et en gros, en tout cas, c'est quelqu'un qui aime innover. Voilà, c'est ce que je retiens de lui. Voilà. Et puis l'esprit d'entreprise, quoi. L'esprit vraiment innovateur, là, c'est vraiment inné en lui. Et une fois, comme je dis, c'est quelqu'un qui aime innover. Il était là comme ça, et pendant les vacances, il dit, mais pourquoi on n'irait pas faire un tour au Ghana? J'ai dit, oui, voilà, c'est pas mauvais. L'idée n'est pas mauvaise. Et on s'est rendu au Ghana à moto. Hein. C'est remorqué, voilà. Et on est parti à Bolgatanga. Voilà. Et on était vraiment séduits par les petits Ghanéens qui parlaient très bien l'anglais. Alors qu'ici, nous-mêmes à l'université, on avait de la peine à s'exprimer en anglais. Et des petits gosses comme ça qui décortiquent l'anglais là, comme c'est pas permis, quoi. Alors, quel commentaire? Boro, c'est un bon ami d'enfance. Nous sommes connus depuis le lycée. Et Boro, aujourd'hui, à la retraite, il a été le personnel technique navigant, steward avec plusieurs compagnies. Et je pense que son départ à la retraite aussi a été beaucoup regretté. D'ailleurs, il a été rappelé plusieurs fois. C'est vraiment un ami sincère et je partage vraiment les anecdotes qu'il nous livre ici. Il est aussi jovial et je crois que la jovialité est contagieuse. Et je pense qu'il m'en a un peu transmis ici. D'accord. Oui. Vous êtes venu au monde à Koumi. Alors, quels souvenirs gardez-vous de votre tendre enfance? Quels sont les souvenirs les plus lointains qui vous remontent à la tête? Vous savez, il est très difficile de remonter à la prime enfance. Mais je dirais que mon enfance a baigné d'abord dans une ferveur religieuse. Parce que j'ai commencé d'abord par une école primaire catholique. Et nous avions le catéchisme comme vraiment élément clé de l'éducation. Mon enfance a baigné dans cette ferveur, mais cela ne nous empêchait pas d'être aussi des joyeux bambins. D'accord. Parlez-nous un peu de vos parents. Je retiens une chose d'abord de mes parents. Je n'ai jamais subi de correction physique. Aucun de mes parents, ni ma mère, ni mon père, n'ont porté la main sur moi. C'était toujours le dialogue, quand cela était nécessaire, ou en tout cas de discuter avec moi et de m'indiquer la voie à suivre. Mon papa, qui était responsable administratif du village, était excessivement généreux. Et cette générosité faisait en sorte que la maison était à tout moment remplie. Donc d'étrangers qui dormaient à Kimi, là où il y avait de l'espace. Et les repas, il fallait les prendre toujours en commun. Et je me souviens que avec ma petite sœur, excédés donc de toute cette ambiance, nous sommes allés nous réfugier en quelque sorte chez une tante pour 2 jours. Au bout de 2 jours, personne ne nous a fait signe. C'était toujours dans le village et nous sommes revenus et notre père a fait semblant de n'avoir pas remarqué notre absence alors qu'il veillait vraiment sur nous. Et à la fin, il nous a dit de retenir ceci, c'est la main qui donne, c'est cette main qui reçoit.
Et à partir de ce moment également, je crois qu'il avait pris en considération notre fugue. Mais il m'a fait beaucoup voyager dans la sous-région quand j'étais au premier cycle, dans cet esprit d'ouverture. Et j'ai compris également la portée de la générosité. Il était autodidacte et il faisait tout pour m'encadrer, à acheter des ouvrages pendant les vacances, et il m'obligeait à les lire, à lui rendre compte, même si à un moment donné, il ne comprenait pas. Il me faisait venir un étudiant en vacances pour vraiment également me suivre. Donc, il s'est vraiment occupé de mon éducation. Quant à ma maman, elle était très famille. Elle tenait à chaque fois que nous venions en vacances, elle exigeait que nous passions saluer tous les oncles et toutes les tantes. Et même parfois, elle nous disait, quand on était loin, d'écrire à telle ou telle tante ou tel oncle pour demander de ses nouvelles. Elle était particulièrement très famille. Mais ce que je retiens, nous n'avons pas subi de correction corporelle. Est-ce à dire que vous étiez des enfants corrects, bien éduqués, qui ne nécessitaient pas qu'on vous admonesse le fouet, ou c'était les parents qui étaient très gentils, qui ne voulaient pas toucher à leurs enfants? Oui, mais parce que au départ... Vous faisiez aussi quelques bêtises souvent? Pas beaucoup de bêtises. Je vous ai dit que moi j'ai beaucoup... Nous avons tous évolué dans ces milieux de catéchisme, de ferveur religieuse. Donc les écarts étaient très difficiles à faire. On était vraiment encadrés. Et également, ils étaient à notre écoute. C'était gênant de savoir que en famille, qu'on apprenne que nous avons commis telle ou telle maladresse dans l'environnement, dans notre environnement, au village comme en ville ici. Donc, cela nous a amené à être vraiment bien rangés. Et moi, je n'étais pas aussi physiquement fort, donc je n'avais pas d'occasion et j'évitais toutes les circonstances de bagarre dans la rue, parce que je n'aimais pas avoir les décis. Et qu'est-ce qui se passe pour qu'un enfant bien éduqué, un enfant assez correct, aille en grève et perde sa bourse? C'est un engagement politique. Et cela n'a rien à voir avec l'éducation, parce qu'à un moment donné également, on dit qu'on... C'est habituellement quand on a reçu l'éducation très religieuse, on se met dans son petit coin, on ne peut pas faire partie de un griffe les bandits. Oui. Voilà. Aller en grève, ce n'est pas du banditisme. La vie n'est pas idyllique. À un moment donné, on a une prise de conscience. On se pose aussi en s'opposant. Donc, nous avons dit, à un moment donné, au détour des études, des relations, il fallait prendre ses responsabilités et s'engager également. Donc, la grève, c'était un engagement syndical. Nous venons justement à l'un des points qui concerne les conseils que vous pourriez donner aux jeunes dans le cadre de l'éducation de leurs enfants. Vous avez reçu une éducation donnée que vous avez inculquée à vos enfants. Aujourd'hui, comment est-ce que vous pouvez les conseiller pour qu'ils réussissent à leur tour l'éducation de leurs enfants? L'éducation des enfants est de nos jours très complexe, avec les médias, la télévision, qui éduque à sa manière, de façon positive ou négative. Vous avez les réseaux sociaux, et donc l'éducation, les modèles d'éducation, les supports de l'éducation ont changé. Vous savez, il était plus facile d'éduquer les enfants parce que toute la société prenait cela en charge. Vous aviez donc les contes, les soirs, où on dit à l'enfant, on raconte une histoire à l'enfant, on tire la leçon de moralité. Ensuite, je pense qu'aujourd'hui, à défaut de tout cela, il faut mettre l'accent sur l'éducation religieuse. C'est mon point de vue. Parce que, vous voyez, aucun homme ne peut évoluer vraiment positivement dans la société s'il ne fait pas la différence entre les biens et les mal. Et tout cela part d'une éducation religieuse. Il faut mettre l'accent sur cet aspect, à enseigner
aux enfants le bien et le mal, quelle que soit la religion. Et ensuite, l'éducation civique, qui n'est plus tellement appliquée dans l'enseignement, dans les programmes, si je ne m'abuse, et même si elle est là, il faut la renforcer. Il faut montrer également à l'enfant, aux jeunes, dans son évolution, ses droits et ses devoirs au sein de la société. Eh bien, M. Soungali Ouattara, nous avons entendu beaucoup d'éloges sur vous. Mais ne dit-on pas que la perfection n'est pas de ce monde? Sans doute que M. Soungali Ouattara a également des défauts. En tout cas, pour notre part, nous avons essayé de fouiner pour trouver la petite bête. Suivons la vidéo. Son principal défaut, je dirais que c'est une personne exigeante. C'est une personne qui n'aime pas les justes milieux. Alors, quand il place sa confiance à quelqu'un, il n'attend rien d'autre que l'excellence de la part de cette personne-là. Il s'énervait vite. De sorte que beaucoup de gens se méfiaient de lui. Et quand il appelait quelqu'un, d'abord c'est au secrétariat, on me demande, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais il n'y a rien. Donc, je crois que c'est son énervement. Il s'énervait vite. Mais ça aussi, ça se comprend parce qu'il aimait beaucoup ce qu'il faisait. Et donc, mais ces énervements finissaient toujours par des éclats de rire. Il fait confiance très vite aux gens. Alors que de nos jours, hein, bon, c'est pas simple. Il faut prendre un peu de garde-fou, quoi. Voilà, donc c'est ce que, en tout cas, je peux dire hein, comme défaut. S'il a une idée en tête, c'est très difficile de l'en dissuader. Il ne démord pas facilement. Et sa rigueur aussi dans le travail. Souvent, bon, il est trop rigoureux et moi je pense que ça dérange les collaborateurs. Êtes-vous d'accord avec eux? Ou y a-t-il d'autres défauts qui n'ont pas pu évoquer ici? Je voudrais avoir le courage d'anticiper mes faiblesses, parce que l'essentiel pour un homme, c'est de reconnaître ses faiblesses. Et c'est une force de les reconnaître et de ne pas se contenter de la vanité. Donc, je le reconnais, mais il faut se dire que rien de grand dans ce monde ne se fait sans passion. Mais la passion, effectivement, est un défaut. S'il vous était donné la possibilité de remonter dans le temps, que changeriez-vous dans votre vie? Remonter dans le temps, je suis toujours engagé. Je suis toujours engagé pour rendre service à autrui dans les valeurs dont je vous ai parlé, le respect des lois et règlements, la civilité et le civisme, la civilité également, le respect d'autrui et cette solidarité. Et je pense que je n'aurais pas changé quelque chose dans cette approche en tant qu'être social. Ok. Eh bien, nous allons maintenant à la rubrique Corbeille, où vous allez tirer dans ce bocal un bout de papier. Les différents bouts de papier ici, vous avez soit la danse, soit la chanson, soit une récitation, soit une acrobatie. En tout cas, la feuille que vous tirez, vous allez exécuter pour nous une prestation, soit comme je l'ai dit, c'est un conte, c'est une récitation. On verra bien. Si c'est la danse, on verra les talents de danseur de Soungali Ouattara. Alors là, c'est obligé? Bon, il n'y a pas de joker, donc c'est plus ou moins obligé. Ah, d'accord. Voilà. Ok, on va essayer. On prend la première. La première, d'accord. Ok. La première récitation. Une récitation du primaire que vous avez en tête. Là, je n'avais pas beaucoup de mémoire. Hein. On va essayer. Les laboureurs. D'accord. On va essayer. Voilà. Travailler, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur
100 ans, sa mort prochaine, fit venir ses enfants et les parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Il y a un trésor caché dedans. Voilà. Bravo. Bravo. Je ne sais pas. Donc, non, c'est bien, c'est bien à propos, oui, oui. Justement, cette récitation. Nous passons maintenant à la rubrique des citations préférées. Nous vous donner 3 citations préférées et les expliquer. L'humilité précède la gloire. C'est-à-dire qu'en toute situation, il faut être humble et retenir que tout est précaire dans la vie. On n'emporte rien avec soi à la fin de sa vie. On n'emporte que ce qu'on a fait de bien sur cette terre et on ne peut rien poser comme acte positif tant qu'on n'est pas humble. Philosophe qui disait, je crois que c'est Pythagore, un homme n'est si grand que lorsqu'il est à genoux pour aider un enfant. Je pense que cela est important. Cela appelle à un devoir de génération, de toujours transmettre ce qu'on a acquis aux générations suivantes. Cela veut dire aussi qu'il faut avoir la capacité, c'est une grandeur, de se mettre à l'écoute de la jeunesse et de travailler pour le futur. Et tout acte qu'on pose, il faut penser d'abord à ceux qui viennent. C'est la seule manière de les aider. Et je me suis approprié cette pensée très ancienne. Du philosophe. La dernière. La dernière. Je voudrais m'en référer à un sage africain, Ampateba, qui disait que l'école vous donne des diplômes, mais c'est dans la vie qu'on se forme. Ça pose donc cette alliance nécessaire entre la théorie et la pratique, l'expérience et la science. C'est-à-dire que il ne devrait pas y avoir de rupture et que les jeunes peuvent bien se mettre à l'écoute aussi des plus anciens. Ça veut dire également qu'à chaque étape, il faut tirer des leçons. Et qu'on ne peut tirer des leçons, on ne peut avoir une maturité dans la vie qu'à travers les épreuves. Mais il faut savoir les capitaliser. Bien, de très belles citations. Nous passons à la rubrique souvenirs, où nous allons faire défiler une série de photos que vous allez commenter. Alors là, c'est l'époque de la Révolution. J'étais préfet et je pense que là, c'était la construction d'une cité des fonctionnaires à Koudougou. Et nous avions des activités de ce genre. Et je me souviens que c'est dans la même dynamique que nous avons fait un pont entre Goundi et Zoula. Alors là, je pense que tout est dit. Voilà. C'est le début de notre rencontre. Oui. Et là, j'étais préfet maire de Ro. C'était le premier mariage que j'ai célébré. Okay. C'est important pour moi. L'ambassadeur américain David Sheen, nous étions en discussion très soutenue, justement pour la relance de la démocratie locale, mais surtout, c'était à l'issue d'un séminaire sur la mise en place des premiers mécanismes pour les finances locales. Là, je pense que c'était un discours dans une tribune. J'étais secrétaire général et c'était à Gomponsom, dans le Passeré. Là, c'est le prix de l'homme de l'année qui m'avait été offert à l'École nationale d'administration
par un groupe de journalistes. Et ce prix avait été offert par Bado Laurent, le professeur Bado Laurent. Là, il s'agit d'un groupe d'amis français avec qui j'ai des relations depuis 2005. Ils sont toujours là au Burkina pour soutenir la brigade des sapeurs-pompiers. Et chaque année, ils amènent des véhicules pour la brigade des sapeurs-pompiers. Je facilite cette démarche. Je facilite aussi la démarche avec beaucoup d'autres associations, avec ce groupe d'amis. Voilà, et c'est encore des photos de jeunesse avec mon épouse, la belle époque. Alors là, c'est au milieu de l'association des tisseuses du Kadiogo. J'étais venu les soutenir de façon spontanée. Et c'est un très grand souvenir pour moi. Et ma relation avec les façons d'Anfani date donc de cette époque. Et là, je crois que c'était un meeting sur les 3 luttes, toujours dans les passerelles à Latodé. D'accord. En plus de ces images, nous allons suivre l'extrait d'un clip des artistes qui ont chanté en votre honneur. Suivant. Eh bien, des paroles assez fortes. Soungala Ouattara Aniché, Soungala Ouattara, merci. S'il plaise à Dieu, vous ne compterez pas la honte. Qu'est-ce que vous avez pu faire pour que ces jeunes chantent? Est-ce que vous avez eu une relation particulière avec eux ou bien c'est de façon délibérée? Cela a été fait de façon délibérée. J'ai découvert cette chanson comme tout le monde. Et je n'avais pas de relation particulière. Je pense qu'ils sont... L'artiste vit toujours au sein de sa société et l'artiste n'exprime que ce qu'il ressent réellement. Et je voudrais saluer le talent de ces deux jeunes-là. Et vraiment, je leur souhaite bon vent. Nous tirons vers la fin de cette émission, mais avant, nous allons repartir à la régie pour suivre une vidéo. À l'époque, chacun s'identifiait à... Chacun avait une idole, quoi. Voilà, donc il y en a qui s'identifiaient à Zambla, il y en a c'est Blake, il y en a c'est Dutron, et lui c'est Jimmy. Et comme il s'appelait Apollinaire, et en abrégeant, donc on dit Apo. Donc la combinaison fait maintenant que c'est Jimmy Apo. Voilà, donc Jimmy Apo, si tu me regardes, alors vraiment, on a passé de bons moments ensemble. Et vraiment, je souhaite que Dieu fasse qu'on continue ainsi et qu'il n'y ait pas que Satan, comme on dit, ne rentre pas entre nous. Et en tout cas, je te souhaite bon vent dans tes activités. Non, on en discute régulièrement. Je vais les rendre vite dès qu'il est à Ouagadougou. Mais ce monsieur-là, je ne sais pas comment le qualifier. Je ne sais pas comment le qualifier. Mais pour moi, c'est vraiment un ministre. Vous savez, au-delà des conditions politiques, là, ce n'est pas mon problème. Mais c'était un monsieur de terrain.
voyez les réformes qu'il a apportées au niveau de la fonction publique, même de la caisse. C'est formidable. Mais je vous dis que son départ nous a beaucoup fait mal. Je vous demande de rester tel que vous êtes. Je sais que ce n'est pas à cet âge-là que vous allez changer, mais moi, mon souhait, c'est que vous soyez toujours ce que vous avez été et ce que vous avez toujours été. Parce qu'avec vous, on ne s'ennuyait pas. Et on passait de très belles nuits parce que tellement on était fatigués. Mais de temps en temps, je plaignais quand même votre épouse parce qu'avec un bourreau de travail comme lui, ça n'a pas, je suis sûre que ce n'est pas toujours facile à la maison. Mais vraiment, j'ai été très contente de travailler avec vous. Mon ange, je suis très fière de toi. Tu es adorable. Malgré tes multiples occupations, tu as toujours été là pour nous. Tu as su maintenir l'équilibre, l'harmonie au sein de la famille. J'en suis très fière. Je demande au Seigneur de t'élever, de te protéger et de t'éloigner de tout mal. C'est quelqu'un qui est engagé, c'est quelqu'un qui tient ses propos. C'est quelqu'un qui est l'homme de parole. Ce que Singalo dit, c'est ça et fait. C'est un homme engagé. Singalo, nous, on les demande de venir pour on continue notre travail ensemble. La jeunesse de Bobo, on veut qu'il vienne. La jeunesse de Burkina même, lui, n'a qu'à venir pour qu'on continue le travail. Je voudrais juste profiter de cette opportunité pour te dire merci papa. Armand et moi, on veut juste te remercier pour tous les sacrifices que tu as fait pour notre famille. Et mon plus grand bonheur, c'est de pouvoir faire ta fierté et j'espère pouvoir y arriver. Merci. Dernière réaction avant que nous nous disions au revoir. Vous voyez mon émotion. Je voudrais dire merci à tous mes collaborateurs. Merci à tous ceux que j'ai rencontrés dans la vie. À ma famille, je rends gloire à Dieu qui m'a donné cette famille merveilleuse. Mais en toute chose, il y a des erreurs. Je voudrais faire mienne la pensée d'une éminente personnalité de notre époque qui dit que le pardon, c'est l'essence de l'amour qui sait reconnaître ses erreurs et les remèdes à y apporter. Je voudrais demander à Dieu d'étendre sa main sur le Burkina Faso, d'éloigner notre pays de tout mal. Merci. Merci, M. Sungalo Ouattara. Eh bien, en guise de conclusion, nous dirons que la réussite dans la vie d'un homme, c'est savoir allier le savoir-être et le savoir-faire. Et notre invité du jour a su allier ces deux qualités à la perfection. Un bel exemple pour non seulement les plus jeunes, mais pour l'ensemble des populations burkinabées. Nous avons été très heureux d'aller à son école à travers ce numéro de leçons de vie. Chers téléspectateurs, je suis convaincu que vous allez tirer le meilleur de cet entretien. Merci pour votre constante fidélité et à la prochaine pour d'autres leçons de vie.